3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Nebenzal est avec nous ce soir, le président de Futuriem. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Bienvenue Pierre-Alexis Dumont également. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Et Benoît Vesco qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Benoît. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Asset Management. Le dossier Danone à la une évidemment avec cette gouvernance désormais en transition. Benoît, comment est-ce qu'on explique un tel niveau d'incompréhension entre le marché et une entreprise, le marché qui vit quand même à l'heure de l'ESG depuis quelques temps maintenant, ça devient primordial, un prérequis d'intégrer l'environnement, les aspects sociaux de gouvernance dans sa gestion, et une entreprise face à ça qui se prétend comme le meilleur élève de la classe, c'est moi qui le dis, mais qui fait partie des emblèmes justement de ces entreprises capables de pousser au maximum les bénéfices environnementaux et sociaux, au moins en équivalence avec la performance économique de l'entreprise. Comment vous expliquez qu'on soit arrivé à un tel niveau d'incompréhension entre les deux ? Oui, vous avez tout à fait raison, hein, Grégoire. C'est quelque part sur le papier, Danone coche toutes les cases. Alimentation, santé, entreprise à mission, c'est a priori le cocktail gagnant actuellement sur les marchés. C'est un retour à la réalité qui est assez vertueux, il faut être clair. Ça montre qu'une entreprise à mission elle a besoin d'une stratégie à long terme aussi, et d'une vision stratégique. Ça n'exonère pas de cette vision. Ça montre aussi que toutes les entreprises en bourse, elles doivent aussi avoir une rentabilité et des résultats en cohérence avec leur stratégie, avec leurs concurrents. Donc ça n'exonère pas là encore. Et de notre point de vue, ça n'est pas du tout compatible, bien au contraire. Une entreprise à mission, c'est une vision à long terme. Ça peut être le pendant. Parfois, les entreprises cotées sont critiquées par leur court-termisme et leur vision trimestrielle des résultats. Ça peut être au contraire le pendant de cette vision court-termiste qu'il faut avoir et de cette vision du long terme qu'il faut avoir. Et puis, dernier point, probablement une erreur de son dirigeant, de trop personnaliser, de cumuler les pouvoirs, qui fait que quand on a des résultats qui sont en deçà des concurrents, quand on a une visibilité stratégique qui n'est pas satisfaisante, vous êtes jugé responsable directement, c'est clair. Je vais le dire de manière un peu dure, mais ce statut d'entreprise à mission, finalement, était peut-être un peu trop creux, un peu trop vide, en tout cas manquait peut-être de vision stratégique pour des investisseurs qui sont à la recherche, non mais on peut le dire comme ça Benoît, des investisseurs qui sont à la recherche de ce type de stratégie d'entreprise aujourd'hui. Oui, ça n'exonère pas tout, l'entreprise à mission n'est pas une réponse en soi. Il y a derrière une vision stratégique, des produits qui doivent répondre aux besoins des consommateurs et des clients. Ces sujets-là, ils restent toujours d'actualité, ils le seront toujours. Donc là encore, c'est pas une réponse en tant que telle, et peut-être que ça l'a été vu comme ça à un moment donné par la direction, ce qui a été une erreur. En tout cas, il y a eu un manque à un moment donné de visibilité stratégique et de résultats qui fait que le couperet tombe de manière naturelle. Et il faudrait se garder de faire un amalgame entre entreprise à mission et manque de rentabilité qui serait, je pense, une erreur. D'accord. C'est pas un enseignement qu'il faut tirer du cas Danone, vous dites. Non. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité et que l'entreprise à mission peut être totalement cohérente en bourse et avoir cette vision stratégique de long terme qui est très cohérente, mais c'est pas une réponse en tant que telle. Voilà, c'est tout. On est en bourse et il faut une rentabilité, et l'entreprise à mission peut être totalement cohérente avec un objectif de rentabilité, mais il faut l'avoir et il faut savoir cette vision stratégique. Pierre-Alexis Dumont, quelles sont les remarques que vous pouvez faire à ce stade ? Est-ce que le cas Danone, c'est, la seule entreprise à mission cotée en bourse ? Est-ce que ce sera la dernière ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans la stratégie, dans l'opérationnel de Danone qui fait que le marché ne s'y est pas retrouvé à ce stade ? Je pense qu'il y a une vraie différence entre l'image et la réalité effective de la société. Voilà, donc en effet, vous avez Danone, on ne parlait plus des produits, on parlait de l'entreprise à mission. Que de la mission. Et en fait, une entreprise, c'est avant tout faire des produits qui correspondent aux attentes de ses clients. Et là-dessus,
la mission qu'elle s'était fixée n'empêche absolument pas de réaliser cette stratégie. Il faut juste rappeler, la raison d'être, la mission de Danone, c'est apporter la santé par l'alimentation. Ça correspond à un des grands objectifs de développement durable fixés par l'ONU, et c'est donc la mission de Danone. Non, mais pour que les choses soient concrètes et claires. Exactement. Donc, et c'est une grande tendance... Le marché n'est pas contre ça. Et non, mais c'est une grande tendance de fond que l'on voit, qui permet notamment, sur ces gammes de produits-là, d'avoir plutôt une sur-rentabilité qu'une sous-rentabilité actuellement. Puisque vous avez moins de concurrence, c'est des produits plus complexes, c'est des produits d'innovation. Et à l'inverse de ça, on a une société qui investit moins dans ses produits, qui a des vrais sujets quand même, qui sont des sujets importants ESG, sur les problématiques de la pollution plastique et d'autres problématiques sur lesquelles il ne se distingue pas tellement de ses concurrents. Donc vous avez vraiment une différenciation qui est assez forte entre l'image et la réalité opérationnelle de la société, même si la société, en effet, a pris des virages. Mais là-dessus, les problèmes ne datent de bien avant, j'ai envie de dire, le fait que c'était une entreprise à mission. Il y a eu quelques ratés stratégiques. De quel problème on parle, Pierre-Alexis? Puisque vous nous dites que le statut, la mission de Danone aurait dû conduire Danone à être une entreprise plus profitable que ses concurrents en mettant justement plus de complexité, plus de valeur ajoutée dans ses produits. Qu'est-ce qui a raté? Il y a eu quelques erreurs dont on parle moins aujourd'hui, mais qui ont coûté très cher à l'entreprise. Donc des erreurs stratégiques, donc des choix, disons, d'activité. Ils ont vendu la partie biscuits et autres, et ils ont gardé la partie eau en bouteille et lait, et se sont pris, et notamment toute la problématique lactose, sur lequel ils n'ont pas été une des entreprises les plus innovantes, puisque ce n'est pas eux les leaders sur la partie lait de brebis et autres dérivés qui permettent d'éviter les problématiques lactose. Et suite à ça, il y a eu aussi l'épisode chinois où ils sont sortis, qui avait été un axe stratégique de la société, sur lequel ils ont été sortis de par, disons, une association avec un acteur local qui finalement faisait derrière ses propres produits et se sont fait sortir. Ils ont été obligés de re-rentrer après. Donc tout ça est aussi une erreur stratégique. Et dernier point, c'est vrai qu'ils ont mis du temps à réagir au lactose avec une acquisition qu'ils ont payée relativement cher aux États-Unis, qui est d'ailleurs une des sources de critiques des fonds activistes dont on parle. Donc tout ça fait que moi, je ne suis pas du tout, en effet, contre le fait que l'entreprise à mission peut tout à fait avoir une rentabilité, même une surrentabilité. Ce n'est pas forcément le but. L'entreprise à mission, c'est plus que vous mettez en avant des critères moyens long terme. Et on le voit aujourd'hui, je prends souvent cet exemple-là, les sociétés qui sont dirigées par des familles avec des visions moyen long terme, regardez ce panier par rapport aux bourses, vous avez une vraie différence de performance. Donc mettre en avant des visions moyen-long terme, on n'est pas du tout facteur de sous-performance. On déconstruit un peu la légende urbaine du marché toujours ultra court-termiste, qui ne voit que les résultats à 3 mois. Le marché est aussi capable, quand c'est bien expliqué, compris et cohérent, d'accepter des visions moyen-long terme en termes de stratégie. Sachant que ce PDG a eu du temps quand même pour mettre en place sa stratégie. On l'aurait sorti au bout de 2 ans. Je voudrais dire, attendez, là, le problème, c'est que laissez-lui le temps de mettre en place sa stratégie. Il l'a mis en place, il a dû faire 2 ou 3 revirements stratégiques, il a dû changer en catastrophe son équipe dirigeante sous la pression des actionnaires. Et donc, on se trouve aujourd'hui sur le résultat assez logique, disons, d'une stratégie qui n'a pas porté ses fruits et qui n'est en rien dû au fait que l'entreprise est à mission. Je ne pense pas. C'est vraiment des mauvais choix stratégiques qui se paye cash dans un secteur qui est quand même très concurrentiel aujourd'hui. Julien Nebenzal, que vous inspire le cas Danone, dans un marché, encore une fois, je le rappelle, où tout est ESG, c'est-à-dire l'ESG, l'ISR devient un prérequis. Si votre fonds n'est pas ISR, vous avez très peu de chances de collecter aujourd'hui commercialement dans le marché. Oui, c'est exactement ça. Alors, moi, ce n'est pas ma spécialité du tout. En tant que gérant, j'ai toujours, et je fais très peu de stock picking, j'ai toujours trouvé Danone une valeur ni
ni dangereuse, ni enthousiasmante, mais depuis très longtemps. Donc je ne suis pas particulièrement surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Justement, je prends bien le sujet sous l'angle ESG. Le E et le S ont été traités et mis en avant dans le projet de l'ex-président directeur général. Et finalement, c'est devenu quelque chose d'un petit peu emblématique. Je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux, on reprenait son discours à l'ESSEC. Enfin, il y avait tout un ensemble de choses assez, je dirais pas que du domaine de l'idéal, mais enfin, comme si on commençait à se représenter cette nouvelle exigence, non pas financière, mais extra-financière. Et puis le G ne faisait pas partie de la préoccupation. Et en même temps, les spécialistes, là je les cite, c'est pas encore une fois mon domaine, disaient sur le G, il n'est pas extraordinaire, ce dirigeant, puisque la présidence, la direction générale, le projet d'entreprise qui a une mission, qui voit les choses différemment, tout ça, articuler ça avec une entreprise qui naturellement et spontanément n'est pas hyper performante, c'est de prendre un peu toutes les fonctions en même temps. L'événement de ce matin, à mon avis, va dans ce sens. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que de débarquer comme ça, sèchement, un dirigeant, c'est bien qu'il y avait un problème de G. Alors, on utilise parfois le G pour dire, pour sortir en fait un problème, par exemple de stratégie ou un problème d'impasse managériale. Bon, non, mais on l'utilise. Et puis, au final de tout ce qui se passe, on épingle au tableau une entreprise qui avait une vraie vocation à incarner quelque chose de différent, on l'épingle au tableau en disant ça ne marche pas. Probablement, justement, pas pour les bonnes raisons. Enfin, il est possible que ce ne soit pas pour les bonnes raisons. Mais c'est quand même le résultat final. Et je pense que ça appartient à la dynamique du changement. Alors là, je reviens sur la notion de cycle. Dans une dynamique de changement, il y a toujours une difficulté à se détacher de d'un ancien système. Et puis après, la difficulté à intégrer la nouvelle donne. Et dans ces transitions, il y a des pots cassés. Et il y a des images, des choses qui vont rester comme des images. La voilà, je crois qu'elle est sous nos yeux. Après, arriver à faire la part des choses entre le mauvais G ou les mauvais choix ES ou l'impossibilité pour une entreprise de ce niveau-là de passer un cap sur le E et le S, je ne sais pas dire. J'aimerais bien, d'ailleurs, cette fois-ci, je sors de mon statut de gérant. En tant que citoyen, j'aimerais bien finalement qu'on nous dise plus de choses. Pourquoi une entreprise qui a toutes ses marques, toute cette histoire, tous ses produits, pourquoi elle n'est pas arrivée à passer ce cap et à nous apporter une autre vision, justement, extra-financière, même pour les citoyens. Je veux dire, une entreprise, ça peut aussi être cela. Ce qui existe dans des grandes entreprises familiales. Ça aurait été bien qu'on puisse aboutir à ça. Voilà. On n'y est pas et ce serait bien d'éclaircir ça dans les semaines et mois qui viennent. Je ne sais pas. Allons-y, Benoît. Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Et puis, Julien soulevait la problématique du G. Effectivement, on a assez peu cité son nom encore jusqu'à présent. Mais est-ce que Emmanuel Faber était le problème central? Est-ce que le fait que Emmanuel Faber soit évincé avec effet immédiat, est-ce que c'est le début de la résolution des problèmes pour Danone? Ou est-ce qu'au contraire, il incarnait tellement cette mission, cette volonté de pousser à l'extrême la prise en compte des bienfaits environnementaux, sociaux, que ça risque d'être encore plus compliqué pour Danone aujourd'hui? On le disait tout à l'heure, c'est des problèmes qui sont latents depuis quelques années, ce n'est pas uniquement Emmanuel Faber. L'une des difficultés qui a été mise en avant par l'arrivée d'Emmanuel Faber, c'est ce cumul des pouvoirs qui a été encore plus flagrant, cette gouvernance qu'on mettait en avant tout à l'heure, ce problème de gouvernance, qui a encore plus mis en avant ce manque de résultats financiers et commerciaux, parce que c'est ça le sujet à la fin. On est tous d'accord que l'entreprise à mission peut être totalement cohérente avec une vision à long terme, et au contraire très positive, mais il faut aussi avoir cette vision stratégique, il faut avoir cette réponse apportée aux clients, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Voilà, on vient de le dire tout à l'heure, c'est exactement ce sujet-là. On peut imaginer que ce soit un électrochoc pour Danone. On peut aussi imaginer que ce soit une belle piqûre de rappel sur le fait que ce discours un peu parfait d'entreprise à mission n'est pas la recette magique en bourse, loin de là, et qu'il va falloir aller un peu plus loin, garder en tête tous les critères dont on parlait, ES et G. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Ils doivent tous être présents. Et derrière, la rentabilité, elle est toujours nécessaire, mais elle est complètement compatible. Donc il y a un vrai sujet. Est-ce que c'est un électrochoc pour Danone?
Est-ce qu'elle permet de réagir? Pas évident pour le moment à court terme, parce que là, on voit bien qu'on réagit un peu dans la précipitation. Malheureusement, il y a un peu dans l'urgence. Il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça se digère en interne et que les solutions se trouvent. En tant que maison de gestion, là, Mescartahem, alors forcément, vous devez avoir un peu de Danone quelque part dans certains de vos fonds, mais la question, c'est est-ce que ce qui se passe aujourd'hui autour de Danone, est-ce que ça vous donne envie de prendre des décisions d'investissement, de désinvestissement ou d'investissement d'ailleurs, Benoît, non, spécifique sur Danone? Non, spécifique sur Danone, non. C'est pas des grosses positions Danone qu'on ait en portefeuille, et notamment d'ailleurs plutôt en obligation qu'en action, paradoxalement. Donc c'est un autre sujet totalement différent. Et c'est pas vraiment ce qu'on jouait là, donc il n'y a pas vraiment de sujet. À très court terme, aller réinvestir de manière agressive sur Danone, il faudrait quand même qu'on ait quelques messages un peu clairs de la direction. C'est un peu trop tôt. Et il va falloir probablement un tout petit peu de temps pour que le marché se réapprenne à comprendre la vision stratégique de l'entreprise et donc qu'on ait une nouvelle direction. Donc ça se digère et ça prend un peu de temps. Donc il n'y a pas d'urgence à décider pas de raison d'aller à toute vitesse sur ce genre d'événement un peu particulier. Pierre-Alexis, sur la question de la gouvernance, parce que derrière effectivement la gouvernance de Danone, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y avait un problème particulier autour d'Emmanuel Faber? Est-ce que le fait de l'avoir évincé, c'est le début de la résolution des problèmes pour Danone? Mais il y a aussi cette grande question de la dissociation des fonctions de président et de directeur général, ce qui est, on va dire, quelque chose de très commun dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins en France, mais visiblement c'est un sujet qui est en train de monter. On verra comment la démocratie actionnariale traite cette question-là pour les grands groupes français. Par rapport à cette question de la dissociation, vous dites oui, il faut absolument un conseil qui soit un vrai contre-pouvoir, et on voit d'ailleurs que le conseil de Danone a pu jouer ce rôle de contre-pouvoir là au cours des dernières 24 heures. Ou est-ce que vous dites, dans des moments où il faut assumer des stratégies, incarner des missions, on a besoin de quelqu'un qui soit aux commandes partout, à la fois au conseil et en tant que directeur général? Non, je ne vois pas en quoi être mission, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a tout pouvoir. Ça, pour moi, c'est quasi antinomique. Oui. Hein, donc, non, là-dessus, il faut une mission, elle doit être partagée par tous les membres de l'entreprise et on peut avoir une gouvernance qui, d'ailleurs, ce qu'il faut, hein, de pouvoir et de contre-pouvoir avec un dynamique de check. Et de vérifier que... Check and balance, on dit. Check and balance, voilà, je cherchais le mot. Et voilà. Ça n'altère pas la poursuite d'objectifs stratégiques, de moyens ou long terme. À partir du moment où c'est partagé, la personne qui est votre contre-pouvoir peut tout à fait, au regard de ça, juger de la pertinence de la stratégie mise en œuvre et de son exécution sous cette égide. Donc il n'y a pas de sujet pour moi. Et bien au contraire, je pense qu'à partir du moment où vous êtes une entreprise à mission avec une vision un peu RSE, vous devez d'éviter justement toutes ces problématiques de concentration trop forte du pouvoir, et même, disons, de capacité, en effet, à diffuser cette mission dans toute l'entreprise. Si vous avez plus de contre-pouvoir, vous avez plus d'adhésion. C'est normal, puisque vous devez chercher l'adhésion. Vous ne pouvez plus être le seul donc, a priori, pour nous, c'est plus une... En effet, vous le disiez, hein, une tradition française de concentration des pouvoirs, sur lequel d'ailleurs beaucoup de groupes sont en train d'évoluer en France. Oui, c'est ça. Et ça ne coïncide pas forcément avec une meilleure performance opérationnelle d'avoir ces deux fonctions réunies. Exactement. Il n'y a pas de règle absolue. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un actionnaire de référence qui est très lourd dans le capital, vous savez que vous êtes avec cet actionnaire de référence. Donc, des logiques de contre-pouvoir peuvent être un peu, comme on disait, jugées comme artificielles, mais là, ce n'était pas le cas. Et donc, on a eu, pour moi, une logique de dialogue actionnarial avec une prise en compte par les actionnaires de la partie rentabilité, mais aussi de la partie extra-financière. Et la première action de l'extra-financier, ça a été justement de mettre en avant la nécessité des actionnaires de voter.
Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans les premières conséquences de l'ESG d'il y a 25 ans, c'est-à-dire il y a 25 ans, personne votait. Donc maintenant, les gens votent, les gens s'expriment et les gens utilisent les AG pour dire non, je ne suis pas d'accord avec la stratégie mise en œuvre. C'est pas choquant, on est vraiment dans une vision d'équilibre entre le financier et l'extra-financier et de dialogue entre les dirigeants et ses actionnaires dans des groupes cotés sans actionnaires de référence. Venons-en au sujet des taux. Julien Nebenzahl, je change complètement de sujet. Ah bah non, aucune. Bon, si ce n'est que Danone, c'est une valeur duration longue, j'imagine. Ça a été peut-être un peu pénalisé par la remontée des taux, mais si on a vu le cas spécifique de Danone, on voit bien que c'est la question managériale de gouvernance qui fait la dynamique du titre Danone en ce moment. 1,63, on a vu ça sur le 10 ans américain aujourd'hui. On tourne autour de 1,60 désormais. Est-ce que le marché action commence à s'habituer à ce nouvel étiage, ce nouvel équilibre pour les taux longs américains, qui sont, je rappelle, le guide ultime de tous les mouvements de marché qu'on peut observer aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à accepter un 10 ans qui reviendrait jusqu'à 2%? Est-ce que c'est l'étape qui nous attend devant nous désormais? Et qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour les marchés actions si jamais le 10 ans américain poursuivait sa remontée jusqu'à 2%? Alors oui, je réponds bien volontiers à ça en utilisant des éléments de comportement, parce que là, il y a vraiment tant à dire. Et pourquoi il y a tant à dire, d'ailleurs, c'est parce que la méthode d'évaluation des entreprises qui est en lien avec le taux d'intérêt, elle a été compliquée au cours des dernières années. D'abord parce que les taux d'intérêt sont apparus comme administrés par les banques centrales. Donc prendre ça comme référence pour actualiser des flux futurs, c'est pas évident de trouver une valeur juste. Le prix de bourse, c'est juste la valeur, justement, c'est la question. Et puis quand les taux sont à zéro ou négatifs, alors évidemment, actualiser quelque chose avec un taux nul, ça donne en fait une valeur infinie. Donc le Dow Jones aurait pu valoir le mois dernier 100 000 points ou 200 000 points, je force un peu le trait. Le CAC 40, peut-être 15 000 ou 20 000 points. Non, mais soyons, appliquons le raisonnement jusqu'au bout. Alors évidemment, je crois qu'on n'a pas coté ces niveaux-là, et la raison, c'est que ce niveau de taux n'apparaît pas comme le niveau juste avec lequel il faut actualiser les choses. Voilà. Sinon, les actions seraient beaucoup plus élevées. Alors, comme maintenant les taux remontent, on se demande, du coup, que valent les actions à nouveau? C'est la même question qui se pose. Mais comme on n'est pas allé très très loin dans un sens, à mon avis, on n'ira pas très très loin dans l'autre. Voilà. C'est ma lecture de ce qui se passe. En termes de cycle économique, la hausse de taux qui se produit là est pour moi plus que normale. Et est-ce qu'elle est terminée? Vous parlez du chiffre de 2%. Alors justement, ce chiffre me plaît parce que c'est à peu près mon objectif. Et je pense que ce sera atteint dans le courant de l'année. Et je pense aussi que cette barrière devrait déclencher un reflux assez significatif. Alors je développe très brièvement ce point-là. Le début de la hausse de taux s'inscrit dans l'accompagnement en fait, des phénomènes inflationnistes qu'on a déjà décrits. Et les points bas des matières premières se situent en règle générale 3 ans avant la période actuelle. Donc en fait, toute la dynamique haussière des prix par les matières premières est déjà en place. Et cette dynamique dure, la partie qu'on va regarder va durer un peu moins de 10 ans. C'est la durée de ce sous-cycle. Une fois que j'ai dit ça, je vais essayer de simplifier. La première partie est plutôt raisonnable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre, normalement, du point de vue des sources économiques, après la politique monétaire, c'est un autre sujet, mais du point de vue des sources économiques, on ne peut pas attendre une accélération très vigoureuse des taux. Donc je pense que sur un certain niveau, on devrait arrêter, enfin cette hausse de taux devrait s'arrêter. Et en regardant bien où est-ce que les changements se sont produits par le passé, le niveau de 2% devrait contenir ce mouvement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas terminé de monter. Et ce qui veut dire que ce qu'on est en train de voir, cette espèce d'aller-retour, de rotation sectorielle, on vend du Nasdaq, on rachète du Nasdaq. On ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut vendre le Nasdaq, le racheter? Ça doit continuer. Ça va continuer comme ça. Alors là, j'ai une conclusion qui est simple. Je pense que toute cette mécanique va continuer un certain temps. Le temps, de nous y habituer, de manière à ce qu'on ne se pose plus la question, parce que je crois profondément que les choses sont beaucoup plus sages et calmes qu'on ne le redoute. Le temps aussi d'emmener peut-être les indices boursiers plus haut, parce qu'à mon avis, la dynamique n'est pas terminée. Et le temps, finalement, de recréer une forme de confiance beaucoup plus établie, parce qu'on en parlait, je crois, en décembre. Je ne pensais pas en décembre que la confiance était établie sur les marchés d'actions. Je ne pense toujours pas là, même si on continue de progresser. Et je crois que
tous ces mouvements successifs vont permettre aux uns aux autres de trouver des points d'entrée ici ou là, de faire un certain nombre d'opérations, de continuer à reprendre confiance dans cet ensemble pour atteindre, à un moment donné dans l'année, je pense, un niveau de satisfaction et d'équilibre qui nous a permis finalement d'avoir des taux qui ont remonté un peu, des bourses qui se tiennent bien, et de toute façon, toute l'attention sera concentrée sur le niveau d'activité économique. Bon, et qu'est-ce qui se passera ensuite, Julien ? Une fois qu'on aura atteint ce niveau de confiance, d'équilibre et ce seuil de 2% sur le 10 ans américain, c'est quoi l'histoire d'après alors Nous dévoilez pas tout, nous spoilez pas la fin de l'histoire, mais je veux juste quand même avoir je suis à peu près le début de la saison 2. Là. Oui, c'est ça, je suis à peu près dans le même état que je dirais mi-2017, enfin début 2017. C'est-à-dire que le cycle économique devait s'arrêter quelque part dans le courant de 2018 pour avoir une respiration négative, un phénomène de ralentissement très fort. Et là, normalement, c'est ce qui doit se produire fin 2022. Mais entre aujourd'hui, mars, bien sûr. et fin 2022, je ne veux pas du tout diffuser un message négatif. Non, pas du tout. Je maintiens mon biais très optimiste. Et je crois qu'on va donc accompagner ce mouvement de hausse des taux. Bon, je vous vois acquiescer, Benoît. Là, l'idée, le schéma que propose Julien, c'est quelque chose qui vous convient aussi chez Lescar. Il me va bien. Effectivement, on a cette idée quand même que les marchés vont avoir à un moment donné envie de tester la Fed et la pousser dans ses retranchements. Donc ce 2%, on aime bien les chiffres un peu symboliques, pour voir un peu à quel moment la Fed est prête à bouger. À court terme, elle n'a aucun intérêt à actionner quoi que ce soit. Quelque part, le scénario se déroule normalement, il y a un plan de relance, l'économie repart, et cette hausse de taux, elle est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est une économie qui repart, un retour à la normale, même si la normale est peut-être un peu une nouvelle normalité, on va dire, mais les choses sont plutôt saines dans ce signal de hausse des taux. Après, à un moment donné, les marchés auront envie de tester à quel moment la Fed est prête à réagir. Donc ce taux de 2%, on peut l'avoir un peu plus vite que ce qu'on pensait, parce que dans ces cas-là, quand on a cette perspective-là, comme par hasard sur les marchés, on y va très vite, on est un peu impatient. Dans notre sentiment, ça peut à un moment donné, à très court terme, constituer une pause sur les marchés actions, peut-être un premier recul très court-termiste, mais qui ne donnerait pas de signe d'inquiétude dans notre sens, puisque les banques centrales, les gouvernements ont mis tout ce qu'il fallait sur la table pour que l'économie reparte. S'il faut faire plus sur les banques centrales, du côté des banques centrales, elles feront plus. Elles ne prendront aucun risque de mettre à mal cette relance. Et donc c'est plus une pause technique qui permet, comme on le disait tout à l'heure, de se reconcentrer sur les portefeuilles, de réorganiser les portefeuilles si nécessaire, pour repartir de l'avant et poursuivre plutôt ce cycle de hausse qui s'est enclenché. Mais moi, je note quand même une évolution du narratif. C'est-à-dire qu'encore une fois, en début d'année, quand on disait oulala, 1,50 sur le 10 ans américain, 1,50, 1,60, ce sera déjà tendu, ça va être le maximum. Et puis maintenant qu'on a franchi tous ces niveaux, évidemment, on se dit 2%, on pourra être confortable avec un taux américain qui prendra encore 40 points de base, puisque c'est ça l'objectif. Confortable, oui et non, c'est-à-dire qu'il y aura un moment donné, est-ce que c'est 2%, est-ce que c'est un peu plus, un peu moins, il y aura un moment donné où les marchés se feront un peu peur, mais c'est peut-être... Quand vous dites les marchés, c'est le Nasdaq ou c'est le marché plus généralement? Parce que là, c'est le Nasdaq qui a corrigé. À un moment donné, ce sera peut-être le marché plus généralement. Et c'est peut-être ce que les investisseurs cherchent un peu à tester, c'est où sont les limites des autorités, à quel moment on actionne une réaction de leur part qui fait qu'on se rassure et qu'on peut réorganiser les portefeuilles et repartir de l'avant ensuite. C'est ça qui est bon. On va écouter Jérôme Powell cette semaine, Pierre Alexis, mais il a toujours il y a un problème de et en même temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne acte d'une reprise qui va être forte, voire très forte, spectaculaire aux États-Unis. On sait qu'elle arrive. L'inflation également va augmenter mécaniquement. Et en même temps, il a un problème avec le marché obligataire. Il ne faut pas que ça corrige trop vite, trop fort, parce que derrière, il y a aussi la question des émissions du Trésor américain. Il faut quand même que la Fed, j'allais dire techniquement, pour des questions de plomberie, tienne ce marché obligataire et garantisse son bon fonctionnement. Non, mais il va vous faire en même temps. Il va nous faire le en même temps. Bon. Non, mais ça, c'est sûr. C'est bien parce qu'on commence à connaître. Non, mais tant que les taux réels ne remontent pas très fortement, il n'y a pas de sujet pour l'instant. Ils sont ravis et ça valide plutôt, disons, nous, ce qu'on appelle un changement de dynamique, mais ce qui était dit autrement, sur les marchés financiers. On a passé quasiment 10 ans à avoir des marchés qui sont montés par expansion de multiples, notamment, c'est le cas aux États-Unis et encore plus en Europe, avec très peu de dynamique bénéficiaire.
Donc c'était la baisse des taux qui faisait que les multiples montaient, baisse des taux des WACC et des taux de rendement utilisés dans les valorisations des sociétés. Là, on peut avoir tout à fait le marché qu'on a eu entre 2002 et 2007, un marché que j'appelle de dynamique, où on n'a plus d'expansion de multiples, voire des phénomènes de baisse de multiples. Mais par contre, c'est la dynamique bénéficiaire qui fait la performance des dossiers. Et sincèrement, c'est beaucoup plus sain à moyen terme d'avoir ce type de marché-là que le marché qui est mécaniquement entraîné par la baisse de la rentabilité des autres actifs qui sont autour de lui. Donc là-dessus, il faut gérer cette partie-là. Et c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que ça se fasse très progressivement, la montée à 2%, et là, ça pourrait se faire calmement. C'est pas comme ça que les marchés fonctionnent. Non. Voilà. Donc il y a un moment, il y aura un phénomène d'accélération avec un peu d'inquiétude, et là, on aura un phénomène d'équilibre qui va se faire pour après, potentiellement, voir valider l'inflation et la hausse des matières premières et valider le redémarrage économique. Et dans ce cas-là, après, on pourra repartir. Ouais, c'est sans doute comme ça que ça va se passer. Mais voilà, donc c'est une question un peu de rythme. Mais c'est vrai qu'on est arrivé très vite à 1,60, beaucoup plus vite que ce que... Le 1,50, on l'avait plutôt en fin d'année. Oui, c'est ça. Pour certains, c'est un objectif de fin d'année. Le 2% qu'on attend fin d'année, on l'aura sans doute avant, avec un phénomène qui fera qu'à un moment ou un autre, les banques centrales devront trouver ce point d'équilibre pour faire qu'il n'y ait pas de perte d'impression de perte de contrôle de la situation par les banques centrales, qui là entraînerait un reflux très fort des marchés actions. Et dans ce moment-là, je comprends, Julien, Benoît, vous le dites aussi, il y aura un peu de volatilité, il y aura peut-être des phénomènes de retracement de marché. Est-ce que pendant que les taux américains vont vers 2%, si c'est le voyage et l'objectif du voyage, qu'est-ce qui se passe sur la partie européenne? Est-ce que, oui, on constate une surperformance des actions européennes depuis le début de l'année? Il faut mettre le dollar de côté, parce que le dollar s'est apprécié, donc pour un investisseur européen, ça reste pas inintéressant d'être investi sur les actions européennes. Mais est-ce que ce moment de surperformance de l'Europe, il est amené à se poursuivre dans cette logique? Là, on a une phase un peu délicate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est aux États-Unis. Voilà. Et si vous croyez à un marché de dynamique, la dynamique, elle est aux États-Unis. Et si vous enlevez la différence, disons, de périmètre, de gisement entre les actions américaines et les actions européennes, les actions américaines cycliques surperforment plutôt les actions européennes cycliques. Bon, alors, comme il y a plus de Nasdaq aux États-Unis, je comprends. Au final. Mais c'est pour ça, il faut bien identifier les périmètres. La réalité, qu'on met en équivalence, c'est que la dynamique bénéficiaire, la dynamique de révision, la dynamique de rebond économique, elle est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe. On a en plus le phénomène, évidemment, que l'on voit de plan de relance qui sera activé avant aux États-Unis que l'Europe. Donc on va avoir un moment de transition qui peut être compliqué. Et moi, je crois toujours, vous avez le phénomène vous avez là un marché qui est très technique, qui est très macro. Donc là, il s'ajuste, pouf, et après, il va trier. Ouais. On a eu ce phénomène confinement, déconfinement, où à partir du moment où on a eu le vaccin, les sociétés qui étaient très impactées par le confinement ont remonté. Là, maintenant, c'est plutôt le curseur taux qui est central. On va avoir ce phénomène-là. Là, il y a un rebond vraiment très technique, et après, il va y avoir des phénomènes de filtre. Et le filtre, ça peut être lié au fait que s'il n'y a pas assez de dynamique en Europe, je comprends. La partie zone cyclique américaine est tout aussi intéressante. La zone européenne soit aujourd'hui négligée. Et on le voit aujourd'hui, les flux, en tout cas, il y a assez peu de flux sur l'Europe. Les flux, ils sont principalement sur les actions globales et sur les émergents pour l'instant, pour justement jouer ce rebond et cette dynamique sur l'économie physique. Dans une approche globale, Benoît, où est-ce que vous mettez le curseur, effectivement, alors je sais pas, entre actions européennes, actions américaines, cycliques, croissance? Alors on essaye de rééquilibrer le portefeuille depuis le début de l'année, et c'est pas simple dans ces marchés, parce que, comme je disais, ça va très vite, et parfois dans tous les sens. Donc l'idée, c'est d'avoir des portefeuilles plus équilibrés dans cette année, et donc de plus autant... Partant de portefeuille qui était quoi? Très tech, très croissance, très
phase US. Voilà, sur des thématiques très précises pendant toute la crise, hein, mais on les connaît tous, hein, santé, digital, transition, etc., qui resteront toujours d'actualité sur le moyen terme, mais on voit bien qu'elles sont contrebalancées par quelque chose de peut-être plus équilibré cette année, en tout cas qui est en train de se rééquilibrer, qui est pas totalement, ce rééquilibrage n'est pas totalement fait. Donc tout le travail actuellement des portefeuilles, c'est d'arriver petit à petit à avoir quelque chose de plus diversifié dans les portefeuilles, alors en termes de thématiques, en termes de géographie, sans forcément dire une zone plus qu'une autre, parce qu'en fait, là, on va vraiment raisonner thématique plus que zone géographique. Il y a aussi un retard côté investisseur des positions en zone euro qui peut nous favoriser un peu à un moment donné, qui peut rééquilibrer. Il y a quand même un plan de relance européen qui est quand même volontaire. Bon, pas toujours exécuté au même rythme qu'on voudrait, en tout cas au bon rythme, mais ce sujet-là, il peut aussi nous aider dans cette première phase, en tout cas, de relance. Mais tout ce travail-là, il est en train de se faire avec cette idée qu'on va avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, des phases d'ajustement des marchés actions, de baisse par moment plus ou moins fortes, qui vont permettre de construire cette phase-là. Ce qu'il faut avoir un peu en tête, hein, c'est qu'on repart dans un nouveau cycle selon nous. Hein. On a eu 15-20 ans où, quand on revient sur les taux, les banques centrales combattaient la déflation. Alors, elles ont mis quelques années à le comprendre et puis elles s'y sont mises. On a peut-être devant nous un nouveau cycle où les banques centrales vont devoir combattre l'inflation. Elles ne vont pas tout de suite le comprendre ou elles vont volontairement laisser faire un peu les choses. Mais ça a des conséquences évidemment drastiques sur les portefeuilles qu'il faut remanier. Oui, c'est un temps long que vous nous décrivez. C'est pas du mouvement tactique. Vous dites c'est un temps, on aura le temps de profiter encore de ces portefeuilles plus équilibrés. En tout cas, il faut le construire, il faut prendre le temps de le construire et l'année va être propice à cette reconstruction des portefeuilles. Julien, pour conclure, je ne veux pas dire de bêtises, mais est-ce que vous prenez des paris forts sur des zones géographiques, sur des thèmes, sur des secteurs ? J'ai l'impression que la dernière fois, c'était plutôt l'idée de justement s'abstenir de prendre des paris trop marqués. On va conserver, c'est la même chose que depuis début 2019, conserver la logique pas d'obligations et des actions, évidemment en modulant ça par profil de risque, parce que c'est bien entendu ce qu'il faut faire, mais limiter tout ce qu'on peut en obligation pour le moment, et puis être complètement acheteur d'actions. Ne pas chercher à se couvrir, ne pas chercher à se protéger. Je le disais avant le Covid, je le disais pendant le Covid, je le dis encore aujourd'hui. Évidemment, le Covid ne fait pas partie des éléments de raisonnement pour moi. Après, début 2019, on avait décidé d'arrêter les choix forts sectoriels ou géographiques, et on continue à avoir cette même approche. Donc, 2019 continue encore plus sur les valeurs de croissance ou la tech, pourquoi pas. Et puis, on a vu avec le Covid que ça s'est accéléré. Alors, il aurait fallu y être, mais vous voyez à quelle vitesse il fallait changer le fusil d'épaule en 2020. Alors, il y a des gens qui savent peut-être très bien faire. Nous, ça, c'est très dur à diagnostiquer. Notamment, on avait fait une étude en 2019 sur le secteur bancaire. On avait atteint, du point de vue de l'analyse du comportement, un extrême de sentiments négatifs, mais extraordinaire. Et un tel niveau où, normalement, on doit avoir un redressement progressif des cours, ou au moins une stabilisation des cours. Et on ne l'a pas vu. Et en fait, ça nous a inquiétés. On s'est dit, bon, puisque c'est ça qui se passe, ça veut dire que les outils en ce moment ne fonctionnent pas tellement. Et je crois qu'il y a une forme de mini-bulle qui s'est construite jusqu'au moment du Covid, avec tout ce qui était valeur de croissance, etc., contre le value. Et puis, dès que finalement la machine a changé un petit peu de sens, le renversement a été d'une force exceptionnelle. Là encore, fallait-il le comprendre, le voir, être capable d'opérer, ce qui à mon avis est le cas de Happy Few, très très peu de personnes. Et je crois que la même discussion va se prolonger toute l'année, pas forcément avec la même amplitude, peut-être avec quelque chose de beaucoup moins volatile. Et donc au final, bien, si on a un petit peu le temps, la capacité, c'est vrai qu'on peut faire ici ou là un choix tactique pour quelques semaines, pour quelques mois, mais je n'irai pas au-delà. Voilà. Donc je pense qu'on peut déjà garder cette logique d'être positionné sur les marchés d'actions. Ça devrait déjà continuer à rapporter. Voilà. Merci à vous trois, messieurs. On s'arrêtera là pour cette discussion ce soir. Julien Nebenzal, président de Futuriem, Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et convertibles de Groupama Asset Management, et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Asset Management, étaient avec nous ce soir.